En guise d'introduction, rappeler le contexte politique, une poussée des extrêmes droites, des attaques envers l'audiovisuel public, le CNC, et puis plus globalement le secteur culturel. Côté économique, des mouvements de concentration et une financiarisation du cinéma qui sont à l'œuvre, et un paysage qui est difficile à lire. Et que c'est dans ce contexte qu'il y a des orientations stratégiques qui ont été récemment opérées par Canal+. Donc on est en droit de se poser des questions, voire d'être inquiet quant aux conséquences de ces évolutions sur le cinéma français et son écosystème. Donc cette table ronde, elle a vraiment une visée pédagogique, peut-être aussi générer une conscientisation. L'idée, c'était de sortir d'une approche sectorielle pour essayer d'avoir une vision plus large. Pour ce qui est des intervenants, alors nous avons choisi des intervenants qui viennent d'horizons différents mais complémentaires pour faire le lien entre les différentes activités du groupe Bolloré sur les différents territoires sur lesquels il s'étend et comprendre un petit peu mieux les enjeux soulevés par l'influence croissante de Bolloré dans le cinéma. Donc à cette table ronde, il n'y a personne de l'industrie à proprement parler, parce que c'est très difficile d'obtenir cette parole publique. Mais voilà, je pense qu'on va quand même... je vous remercie, je pense qu'on va réussir à sortir avec pas mal de choses. Cette table ronde n'est pas paritaire non plus. Alors ça, c'est tout simplement pour des raisons d'agenda. Voilà. Mais en tout cas, je remercie nos intervenants d'avoir répondu présent. Je vais les présenter. Donc, Joël Augros, vous êtes professeur émérite en socio-économie du cinéma et de l'audiovisuel. Vos recherches et publications portent sur l'économie du cinéma à Hollywood et ailleurs. Younes Abzouz, vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez publié de nombreux articles sur l'empire Bolloré, avec Ludovic Lamant notamment, et sur les médias. Et Hamzat Boukari Abara, vous êtes historien, militant panafricain et co-auteur d'un livre sur la France-Afrique. Vous avez également collaboré au recueil Débordé Bolloré. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, juste vous donner un petit peu les références qui m'ont permis de préparer cette table ronde. Il y a un rapport de l'Observatoire des multinationales qui s'appelle le système Bolloré, voilà, qui est très complet. Il y a tous les dossiers de Mediapart intitulés La croisade culturelle de Vincent Bolloré, qui s'enrichit régulièrement d'articles. Il y a le recueil, l'ouvrage collectif Débordé Bolloré. Et puis aussi, il y a l'interview de Maxime Saada, qui est le président du directoire de Canal+, qu'il a donné lors des rencontres de l'ARP en novembre 2025. Voilà. Alors, on va commencer sur la question de... Parce que quand on parle de Bolloré, on pense à Canal, bien évidemment, qui est le premier partenaire de la création cinématographique en France. Donc Bolloré a mis un pied dans le capital de Canal+ en 2012. Il devient son actionnaire majoritaire. Il préside le conseil de surveillance du groupe Canal+ de 2015 à 2018, période au cours de laquelle de nombreux cadres partent ou sont licenciés. Il y a aussi beaucoup de plans sociaux et une grosse mobilisation des salariés du groupe à ce moment-là. Ça a été beaucoup documenté, notamment par Les Jours. À la suite de la scission de Vivendi fin 2024, Canal+ est coté à la Bourse de Londres. Aujourd'hui, le groupe Bolloré détient 30,4% de Canal+, de part à Canal+. Donc c'est l'actionnaire de référence, mais pas de contrôle, selon Maxime Saada. Canal+ rachète MultiChoice en 2025 et devient le leader de la télévision payante en Afrique. Et en septembre 2025, Canal+ annonce entrer au capital du groupe UGC à hauteur de 34%, avec pour objectif une prise de contrôle totale en 2028. Il faut donc s'intéresser à Canal, puisque la filière en dépend. Mais je préciserai que Canal ne dépend pas du cinéma. En tout cas, c'est vraiment ce qu'a dit Maxime Saada, c'est-à-dire que Canal+ n'est plus dépendant du cinéma français en termes de contenu. Il a dit aussi, le cinéma n'est plus vital pour Canal, mais on en a envie. Voilà, en citant d'ailleurs Florence Foresti qui parlait des hommes et qui disait que les hommes ne sont plus vitaux pour les femmes, mais les femmes en ont envie. Voilà. Donc je vais commencer peut-être à poser une question à Joël. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle pivot de Canal+ dans le cinéma français,
sous quelle forme, à quel niveau, et nous donner un petit peu un historique, parce qu'il y a des personnes qui sont jeunes aussi dans la salle et qui n'ont pas connu l'époque de Canal+. Alors, oui, il faut évidemment, effectivement revenir un peu en arrière et comprendre quand Canal+ a été créé en 1984, à quoi ça correspondait. En 84, c'est juste après la, la victoire des socialistes aux élections présidentielles, Mitterrand en 81. Et il y a trois mouvements en fait qui se superposent. Il y a un mouvement, je dirais, sociétal, un mouvement du monde des affaires, et puis quelque chose qui est lié à la filière cinéma elle-même. Au niveau sociétal, on est dans un moment où c'est les radios libres qui vont être libéralisées très vite après 81, mais avec une demande qui précède. Et dans ce mouvement de volonté de libéralisation des ondes, il y a aussi tout un mouvement sur la libéralisation des ondes télévisuelles aussi. Et, et ce mouvement s'appuyant aussi sur ce qui s'est passé en Italie auparavant, j'y reviendrai peut-être. Sur le monde des affaires, depuis que la télévision existe, et en France elle existe un peu avant-guerre, mais elle se développe vraiment après la guerre dans les années 50, il y a des mouvements de la part du monde des affaires pour créer des chaînes privées. Créer des chaînes privées qui soient financées par la publicité pour élargir le, 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 le champ des espaces publicitaires. Et aussi avec l'idée que si on crée des chaînes privées, on va favoriser le multi-équipement des foyers et donc se remettre à revendre des téléviseurs. Parce qu'on arrive assez vite, dans les années 80, à un plafonnement. Tout le monde a un téléviseur, si vous voulez. Il y a un téléviseur par foyer. Donc on a besoin d'en revendre des nouveaux. Et puis il y a au niveau du monde du cinéma, il y a aussi une demande qui se précise parce que il y a trois chaînes publiques, hein, TF1 qui est public à l'époque, Antenne 2 et FR3, qui, bon an, mal an, distribuent à peu près 500 films par an, hein, à l'antenne, sans vraiment bien les payer. Et donc, notamment du côté des producteurs, il y a une demande pour que cette manne qu'on apporte à la télévision soit rentabilisée. Et donc, il y a cette pression, cette triple pression sur le pouvoir qui va finalement annoncer, alors dans un premier temps, annoncer le plan câble. Alors là, personne ne se souvient de ce que c'est un échec total très vite. Hein, on pensait câbler la France et multiplier le nombre de chaînes locales. Bon, c'est un échec sanglant industriel, si vous voulez. Et donc, le pouvoir est amené finalement à transiger et à proposer en fait une chaîne qui soit effectivement une nouvelle chaîne, donc qui, en quelque sorte, répond un peu à cette triple demande, mais on utilise beaucoup le contre-exemple italien en disant regardez ce qui s'est passé en Italie, la création des chaînes privées. Alors attention, hein, faut avoir un esprit un peu... faut se remettre à l'époque. Hein. Il n'y a pas que Berlusconi qui crée des chaînes privées. Il y a aussi des chaînes locales, des chaînes associatives. Enfin, il y a une multiplication de chaînes, mais il y a en même temps une baisse drastique de la fréquentation en salle en Italie. Donc, qui en fait n'est pas dû tout à fait à la télé, mais ça, ce serait un autre débat. Mais donc, on se sert un peu de ce contre-exemple pour dire, voilà, on ne peut pas créer une chaîne de plein exercice, privée, financée par la publicité. Et il faut passer par une chaîne qui soit une chaîne par abonnement cryptée. Donc ça, c'est un peu le fait qu'en 84, donc, va être créée cette chaîne Canal+. Mais évidemment, si les producteurs de cinéma sont en général plutôt contents de cette approche, parce qu'ils se disent enfin on va nous payer nos films, hein, du côté de l'exploitation et du côté de la distribution, c'est évidemment une autre affaire. Donc Canal+ va être forcé, les dirigeants de Canal+, André Rousselet notamment, qui dirige la société Havas, qui est à la manœuvre, ils vont être amenés à transiger
et a accepté un certain nombre de conditions. Alors il y en a plusieurs, mais grosso modo, les deux conditions principales, c'est que Canal va devoir consacrer 20% de son chiffre d'affaires au cinéma. Dans ces 20%, 12% au cinéma européen et 9% au cinéma français. Évidemment, ça ne s'additionne pas, hein, puisque le cinéma français est aussi du cinéma européen. Donc, le montant du chiffre d'affaires va déterminer, si vous voulez, la contribution au cinéma qui va être faite par Canal. Et deuxième chose, même si c'est moins visible, c'est que Canal s'engage à faire des aides directes aux salles de cinéma pour les compenser en quelque sorte ce qui serait éventuellement la perte de fréquentation due au lancement de Canal. Voilà, grosso modo, pour les débuts. Je reviendrai après sur la suite. Mais évidemment, simplement quand même, les débuts sont un petit peu difficiles, comme beaucoup d'entreprises qui se lancent. Canal perd un peu d'argent au début, et puis donc c'est créé en 84, ça démarre vraiment à la rentrée 85, et une fois que ça démarre, bon, le nombre d'abonnés va augmenter considérablement, ce qui fait que, évidemment, mécaniquement, la contribution de Canal au cinéma va augmenter, et grosso modo, on va arriver au milieu des années 90, fin des années 90, à ce que 80% des films produits en France soient financés en partie par Canal, tout simplement parce que de toute façon, il faut que Canal dépense ces 9%, si vous voulez. Donc, vu le nombre de films produits, pratiquement tous les films bénéficient de la manne Canal, et on va arriver, grosso modo, à ce que la manne financière apportée par Canal soit de 20, ça a été par moment jusqu'à 25%, le quart du financement du cinéma français. Donc là, on est dans les années 90, fin des années 90. Est-ce que la chronologie des médias se met en place en 84 hein, Alors, la chronologie des médias va se mettre en place. Oui, évidemment, j'ai oublié quand même une chose essentielle, c'est qu'en échange de cet apport de Canal au cinéma, Canal bénéficie d'une possibilité de mettre les films un an après la sortie en salle sur leur antenne. Et il faut vous rappeler que pour les chaînes publiques, encore une fois, les chaînes sont toutes publiques jusqu'en 86, pour les chaînes publiques, la norme, c'est 2 ans, si elles ont participé au financement du film. Sinon, c'est 3 ans après la sortie du film. Donc, il y a évidemment, effectivement, un effet majeur pour Canal d'être sur la primauté des films, et quand même très en amont quand même hein, de ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc les accords ont évolué, forcément, parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. C'est un accord interprofessionnel. Et donc les derniers ont été signés début 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je me tourne vers Younes, parce que vous avez sorti un papier il n'y a pas très longtemps qui en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la stratégie de Canal+ à ce moment-là et qu'est-ce qui a changé ? Ouais, carrément. En fait, depuis l'époque de ce que Joël racontait, évidemment, le paysage du cinéma a beaucoup changé. Ils sont arrivés les plateformes américaines, Netflix, HBO et tout le reste. Et donc, forcément, la concurrence c'est largement accru. Et l'avantage concurrentiel principal de Canal+ face à ces plateformes, ça a toujours été en fait la possibilité d'être le premier à pouvoir diffuser sur sa plateforme les films après leur sortie en salle. Donc là, on est sur une fenêtre de 6 mois. Tandis que Disney, on est à 9 mois. Netflix, c'est beaucoup plus. Je me rappelle plus exactement combien, mais c'est 14 ou 17, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus. Et donc voilà, pour Canal, c'est tout là l'enjeu. Et récemment, donc en fait, ces accords de financement pour le cinéma passés entre Canal
Et les représentants de la filière, ils sont valables pour 5 ans. Ils sont arrivés à expiration en fin 2024. Et donc, les négociations ont repris pendant toute l'année 2024 et se sont même prolongées au-delà, jusqu'au début de l'année 2025, parce que, en fait, il y a eu un peu un gros moment de tension où Canal+ en fait a mis la pression, s'est servi de l'accord qui avait été signé entre les représentants, enfin la filière et Disney+, où en fait Disney+ s'engageait à beaucoup plus investir dans le cinéma français en échange de réduire sa fenêtre, donc aujourd'hui à 9 mois. Et donc Canal+ a dit, bah, avec un montant bien inférieur investi, Disney Plus arrive à être seulement à 3 mois de nous. Donc là, il y a un problème. Et en fait, ils ont un peu, brandi cette carte pour essayer de faire pression sur le cinéma français et surtout, réduire un peu leur financement et leurs investissements. Et donc, ils y sont parvenus. Ils ont réussi, en fait, là, l'accord qui a été passé donc, à peu près en mars 2025. Donc, il y avait déjà 3 mois de l'année qui étaient écoulés. Et il y avait pas mal de projets qui étaient soit suspendus, soit reportés, parce que effectivement, le Canal+ a dit que tant que l'accord n'était pas signé, ils allaient geler les comités de sélection dans lesquels ils choisissent les films et les films auxquels ils vont accorder leur financement. Donc c'était un peu un moment de tension, et donc ils ont mis la pression sur le cinéma français pour arriver à cet accord finalement qui est arrivé en mars 2025 et qui en gros consiste à ce que Canal+ verse 50 millions de moins par an au cinéma français. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait compensé par la hausse des investissements consentis par Disney+. Et donc il y a une baisse des investissements. Canal+, malgré tout, réussit à maintenir sa fenêtre à 6 mois. Et puis il y a d'autres, ça c'est c'est la partie, on va dire, qui concerne les contreparties connues, celles qui ont largement été documentées, racontées par la presse, spécialisée ou pas d'ailleurs. Et puis il y a des contreparties beaucoup moins connues, sur lesquelles nous, avec mon collègue Ludovic Lamont, on s'est penché, notamment l'une qui est à l'article 7 de l'accord qui a été signé, qui consiste en gros à dire Canal+ se garde la possibilité. Normalement, en fait, les accords qui sont définis par ce qu'on appelle les accords CAPSAT, donc c'est des décrets qui sont passés comme ça et qui, on va dire, fixent un cadre global à cet accord, stipule que Canal+ ne peut pas consacrer ses obligations de financement à des productions dépendantes à hauteur de plus de 25%. Et en gros, pour Canal+, les productions dépendantes, c'est sa filiale de production et de distribution, à savoir Studio Canal. Et donc normalement, ils ne sont pas censés pouvoir remplir leurs obligations de financement à plus de 25%. Et bien là, l'accord qui a été signé en mars 2025, il prévoit une dérogation à ce principe. Ce n'est pas des montants énormes. En gros, sur les quelques prochaines années, Canal va pouvoir mettre 5 millions en moyenne de plus par an dans ses propres production, mais c'est un premier pas dans la porte, et c'est une première fois qu'un acteur du cinéma parvient à obtenir ce type de dérogation. Donc effectivement, ça suscite beaucoup de craintes que Canal en fait remplisse ses obligations de financement en développant sa propre filiale de production. Et puis il y a une autre contrepartie aussi qui a été consentie, c'est que Canal puisse dénoncer de manière totalement unilatérale cet accord si la filière décidait de passer un accord avec un autre acteur, par exemple Netflix, par exemple Amazon ou HBO, et et que cet accord en gros fasse en sorte que un acteur passe devant Canal+ dans la chronologie des médias, c'est-à-dire passe à une fenêtre inférieure à 6 mois ou 5 mois ou autre. Et donc dans ce cas-là, en fait, Canal+ s'est gardé la possibilité de dénoncer l'accord. Donc évidemment, on s'imagine bien le Canal+, premier financeur du cinéma français, si demain ils se dénoncent leur accord, le cinéma français perdrait une grosse partie de ses vivres. Donc c'est un accord qui est quasiment anticoncurrentiel et sur lequel justement l'autorité de la concurrence s'est penchée, a ouvert une enquête, sans le dire exactement comme ça, mais nous, de ce qu'on en sait, c'est l'un des points sur lesquels elle s'intéresse vraiment. Et donc effectivement, c'est un autre point d'inquiétude. Oui, on sent bien un rapport de force. Est-ce que Joël, vous voulez compléter par rapport à ce qui s'est passé récemment sur ces accords ?
Non, c'est tout à fait bien résumé. J'insiste sur le fait que c'est une négociation de la branche. Donc effectivement, c'est des questions de rapport de force et de discussion. Il y a une erreur, à mon avis, stratégique de la part de la profession, c'est d'avoir négocié avec Disney+ avant de négocier avec Canal. Mais ça, c'est autre chose. J'avais une question, moi, sur la cotation en bourse. Voilà, qu'est-ce que ça implique quels sont les risques voilà, je ne sais pas si d'autres sociétés, j'imagine que oui, sont cotées en bourse, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Beaucoup de sociétés sont cotées en bourse. Le fait d'être coté en bourse a un risque, c'est que la valeur diminue ou augmente. C'est une chance dans ce cas-là pour les actionnaires. Ils sont cotés à Londres, et à Londres, disons que les règles sont beaucoup moins strictes que sur la place parisienne. Donc la minorité de Bolloré à 30%, elle lui permet de contrôler en fait Canal sans problème. Vous savez, on peut contrôler une société avec 5% des voix. Hein. Il suffit que le reste de l'actionnariat soit complètement dispersé. Bon, après, il peut toujours y avoir, dans ce cas-là, une OPA, une tentative de prise de contrôle de quelqu'un d'autre. On a vu dans le marché américain que Warner, par exemple, a été racheté par Paramount après avoir failli être racheté par Netflix. Enfin bon, il peut y avoir effectivement des mouvements de concentration ultérieurs qui peuvent se poser, mais ça, c'est aussi une question de stratégie des entreprises. C'est pas tellement d'être coté qui joue dans l'histoire. Hein. Ça n'a pas de... Enfin, si, ça a des incidences, mais pas essentielles sur la politique générale du groupe, je pense pas. Là, je vais me tourner vers Hamzat. Pour nous, c'était important de faire le lien avec l'Afrique, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets de coproduction, des programmes de mentorat qui sont mis en place avec des pays d'Afrique, et notamment en lien avec les diasporas africaines présentes en France. Et c'est intéressant de regarder l'état du paysage cinématographique et audiovisuel sur le continent africain. Et à cet égard, Bolloré et Canal+ sont vraiment incontournables. Donc là aussi, petit retour en arrière. Hamzat, je voudrais savoir, il y a une partie de la fortune de Bolloré qui provient de ses activités africaines, qui lui ont permis d'acheter son empire médiatique en France. Il a opéré une reconversion ces dernières années, mais voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de sa fortune sur le continent africain ? Oui, alors Bolloré sur le continent africain, donc il avait commencé effectivement par le tabac et d'autres produits, puis à partir des fin des années 90, début des années 2000, il s'est attaqué aux terminaux portuaires, donc à tous les enjeux de logistique, en partant notamment depuis Abidjan, donc autour de 2004, et il a pris le contrôle d'un certain nombre de ports le long de la façade littorale ouest africaine, qu'il a connecté avec d'autres entreprises qui opérait déjà et qu'il avait déjà racheté, notamment dans l'EVA, l'huile de palme, l'agro-industrie, et qu'il connectait aussi avec la possession de quelques entreprises ferroviaires. Donc la plus fameuse était notamment la Camrail au Cameroun. Et ça lui a permis vraiment de se constituer pas mal de ressources, des chiffres d'affaires très importants, et en même temps des allégeances et des entrées politiques. Et je pense que c'est le plus important, puisque beaucoup de gens en France l'ont découvert avec l'affaire du yacht de Nicolas Sarkozy, sur le yacht de quel milliardaire se trouvait Sarkozy. Et c'est très important parce qu'il y a une face cachée vraiment de son influence et de son pouvoir qui s'est construite en Afrique, dans la continuité des réseaux coloniaux, dans la continuité de mécanismes de corruption qui font qu'il est vraiment l'un des piliers stratégiques du système de la France-Afrique. Et qu'il est aussi très introduit donc, auprès d'un certain nombre de régimes. Et son virage, effectivement, intervient, on va dire, sur les 10 dernières années à peu près. Alors d'une part, depuis une dizaine d'années, il s'est reconverti, en tout cas il a anticipé certaines évolutions. Il a notamment vu comment évoluaient les jeunesses africaines, les classes moyennes africaines, comment évoluait tout simplement le continent africain vis-à-vis justement des contestations des dictateurs avec lesquels il est très ami.
Et il a commencé à développer des réseaux de soft power, de sociétés civiles, dont effectivement l'emblème est Canal+ Olympia. Donc c'est l'association de la chaîne de télévision et de la chaîne de spectacle, enfin de la salle de spectacle, puisqu'on est vraiment dans une industrie du divertissement, lancée autour des années 2016-2017 dans 7 ou 8 pays africains, 18 salles de cinéma, qui en fait s'inscrivent dans une période un peu particulière, puisqu'il y a une histoire du cinéma africain qui est assez hiérarchisée entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud plus particulièrement, d'où tout à l'heure le cas de MultiChoice dont on pourra parler. Et dans ce contexte-là, au niveau de l'Afrique subsaharienne, dans les années 90-2000, avec les ajustements structurels, beaucoup de salles ont fermé, le secteur de la culture a été dévasté, les salles sont devenues des églises, tout et n'importe quoi. Et se posait la question effectivement de l'accès à la culture. Et Bolloré va amener ou va relancer justement cet élément d'infrastructure, donc des salles, des complexes, qui rentrent en fait dans une évolution du mode de consommation des classes moyennes africaines, qui va aussi avec l'ouverture de centres commerciaux, donc des malls, enfin tout cet esprit de consommation un peu particulier, et qui va aussi en relation avec un repositionnement sur des activités annexes et stratégiques. Par exemple, le Canal+ Olympia de Douala, il est concomitant à la gare ferroviaire de Douala, qui est gérée en partie par sa propre société. Donc en fait, il gagne également du terrain, du foncier, il rachète des terrains, des salles, etc. Dans le cas de Yaoundé, c'est sur le campus universitaire, donc c'est comment en fait installer au cœur de l'université un lieu de divertissement, un lieu de commerce, etc. Avec des prix qui sont très compétitifs, puisque la place est à l'équivalent de 2 euros. Voilà, une place de cinéma à 2 euros, dans des salles modernes, très bien équipées, etc. Et donc ça, c'est à partir de 2016. Et au tournant de 2021-2022, il a vendu ses installations portuaires et logistiques à MSC. Dans le même temps et en parallèle, donc depuis 2020, il s'est positionné sur le rachat de MultiChoice, qui est la grande société de médias sud-africains, dont il a terminé le rachat définitif il y a quelques mois. Voilà, ce qui lui permet vraiment de se positionner, puisque entre-temps, donc il a MultiChoice, qui était la grande compagnie, grand distributeur sud-africain, et entre-temps, via Canal+, il s'est également positionné sur tout le marché de Nollywood. Donc en fait, il a vraiment ciblé le Nigeria sur une certaine production et l'Afrique du Sud sur des éléments de distribution, tout en s'assurant évidemment de contrôler cette chaîne de divertissement à travers un contenu qui est estampillé Canal. Donc il y a vraiment en fait une évolution qui suit, je dirais, la sociologie du continent africain, parce que c'est un continent où il y a une jeunesse croissante, il y a des classes moyennes qui veulent de plus en plus consommer, il y a une électrification qui est de plus en plus importante, il y a le streaming, la vidéo à la demande, tout ça. Donc c'est vraiment comment il est passé en 40 ans d'un marché de rente coloniale à la compréhension que l'Afrique représente l'un des marchés émergents les plus importants dans le domaine des médias, du multimédia, de l'information, de la communication. Et ça va aussi avec la modernisation de son empire, puisque c'est aussi associé à ce qu'on appelle des blue zones, c'est-à-dire des espaces où il y a la connexion Wi-Fi qui attire toute une jeunesse qui veut être connectée. Donc il y a vraiment une capacité en fait à s'imposer dans cet espace-là et à interroger en fait les résistances qu'on peut avoir du côté des mouvements panafricains notamment, quoi. Du coup, c'est la question. Est-ce qu'il existe encore une offre concurrentielle ou la possibilité pour un cinéma en Afrique d'exister hors Canal, et quel impact cela a sur les imaginaires? Alors sur les imaginaires, c'est très malin. C'est quelqu'un qui est très fort parce qu'il s'est aussi positionné sur les symboles. Par exemple, il est présent à Ouagadougou, qui est la capitale africaine du cinéma et de la télévision avec le FESPACO,
où il a des salles qui sont présentes dans lesquelles ont lieu justement cet événement central du cinéma africain, avec notamment Canal+ Olympia Yenanga. Donc Yenanga, c'est le nom de la figure la plus importante de l'histoire du Burkina Faso. C'est le symbole, l'emblème de ce pays-là. Et ça le rend, je dirais, symboliquement incontournable. Maintenant, il y a beaucoup d'activités militantes. Il y a tout un développement dans les années 2010 de cinéma ambulant, de festivals itinérants, de contre-attaques médiatiques et culturelles dans les milieux militants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernements africains investissent très peu dans tout ce qui relève de la production cinématographique, et qu'on est aussi dans un espace francophone qui est donc connecté aussi à ce qui se décide à Paris et qui est connecté à l'Empire Canal, puisqu'il s'agit de la production d'un cinéma francophone et du lien aussi entre le cinéma français et les salles africaines, et aussi également de la mise à disposition de matériel de formation pour les réalisateurs africains. Donc on est vraiment dans une... c'est assez rare, je pense, enfin je connais pas, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est assez rare de trouver des films africains francophones qui ne soient pas passés par des guichets européens, français, via Canal. Voilà. Maintenant, dans les espaces militants, il y a des choses qui se font de manière alternative. Il y a d'autres manières aujourd'hui de produire de la vidéo, de l'image, des documentaires, etc. Mais au niveau, je dirais, macro, c'est assez compliqué de sortir de cette emprise. Et voilà, et je pense que ça nécessite aussi vraiment, ça pose vraiment des questions de souveraineté. Alors dans le cas, par exemple, de MultiChoice, qui a été donc racheté par Bolloré, il y a une autorité de la concurrence qui s'est bien évidemment penchée sur la question, qui a imposé notamment le fait de créer une entité distincte, donc Licence & Co, qui permet en fait de fonctionner au niveau sud-africain avec un personnel sud-africain qui est garant des licences commerciales locales, mais ensuite au niveau de la production et distribution internationale, c'est Canal. Donc là, sur l'Afrique du Sud, par exemple, comme c'est quand même un pays qui a du répondant, qui a quand même une législation, une industrie, etc., ils ont transformé MultiChoice en une filiale, mais en tenant compte, je dirais, des formes de résistance locale. Mais dans les pays où justement il n'y a rien de structuré, ben c'est un peu le rouleau compresseur, et c'est un peu, je dirais, à la demande et au bon vouloir. Voilà. En sachant que la réussite des salles de cinéma de Bolloré est assez alternative. Il y en a qui fonctionnent et d'autres qui ont fermé. Parce que aussi la programmation n'est pas vraiment véritablement adaptée au public. Donc il y a eu une tentative à un moment d'africaniser les programmations dans certaines salles, mais il y a aussi d'autres formes de concurrence qui font que se pose aussi la question de l'éducation de la culture au cinéma, dans le sens aller dans une salle de cinéma pour des jeunesses africaines qui ont aussi d'autres possibilités de loisirs ou d'activités. Est-ce qu'il y a une censure sur les contenus ou des sujets qui ne peuvent pas du tout émerger ? Alors, Bolloré, c'est un acteur politique. Donc, lorsqu'il s'était lancé sur les médias gratuits, les journaux gratuits, etc., c'était vraiment il y avait de la censure, évidemment, puisqu'il faut... c'est quelqu'un qui s'inscrit dans des réseaux d'affinité politique. Donc, les publications, les films, les productions sont, je pense, contrôlés. Maintenant, dans le cas de la télévision, il y a des modèles ou des prototypes de Canal+ qui sont développés ou adaptés en fait au public africain. Voilà. Et évidemment, il y a... alors, je dirais pas de la censure, mais c'est un peu particulier parce que ça peut rejoindre aussi les questions liées à l'édition ou à d'autres espaces. C'est-à-dire que l'une des particularités de ce système-là, c'est qu'il est capable, ou même de Canal+, c'est qu'il est capable d'acheter de la subversion. Voilà, c'est qu'il est capable de financer des choses subversives. On va voir des films super subversifs, etc. Puis en fait, voilà, ça fait partie de la matrice. C'est une manière finalement de financer l'adversité, l'opposition, la radicalité, qu'on peut trouver aussi dans d'autres espaces, dans les espaces et les milieux artistiques, puisque dans le cas de Vivendi Africa, il y a aussi Vivendi Island Africa, donc les artistes
estampillé Bolloré, il a aussi toute une écurie d'artistes, de producteurs musicaux. Il a racheté des catalogues musicaux. Donc il y a cette problématique-là de comment garder la crédibilité d'une subversion quand on est pris justement dans ce type d'étiquette. Voilà. Est-ce que Younes ou Joël, vous voulez compléter un petit peu vous avez compris, je ne suis pas économiste, mais j'ai entendu dire que l'action ou que MultiChoice, il y avait une baisse en bourse ou que voilà. Donc je ne sais pas ce que ce signal veut dire aussi. J'imagine que voilà, par rapport à la stratégie de Canal. Il faut se méfier des baisses conjoncturelles. La bourse, c'est aussi un jeu sur du court terme, alors que les sociétés se construisent sur de long terme. Donc effectivement, il vient de prendre le contrôle de MultiChoice. Les prix ont baissé, mais attendons de voir ce que ça va donner. N'oubliez pas que les prix, au moment du lancement de Canal, l'action de Canal avait aussi baissé. Ça veut dire, parce qu'il n'y avait pas de perspective à court terme de bénéfices, de dividendes pour les actionnaires qui, dans ce cas-là, revendent, etc. Attendons un peu de voir. Là, ça ne veut rien dire. Je veux dire, ce truc-là. Ouais, non, juste pour dire que effectivement, l'objectif premier de Vincent Bolloré, quand il a décidé de scinder Vivendi en différentes structures, chacune nichée dans des places boursières européennes différentes, c'était en fait de contourner les règles boursières imposées par la place de Paris et monter au capital sans avoir à lancer d'OPA. Et donc, du coup, il a mis Canal à Londres, il a mis Havas à Amsterdam. Et on parle aussi beaucoup d'emprise idéologique, mais aussi l'une des premières conséquences à chaque fois que Vincent Bolloré prend le contrôle d'une société, c'est la casse sociale. Et ce qu'on va observer inévitablement à MultiChoice, etc. Enfin, ça a déjà été annoncé là, je crois tout récemment par Maxime Sada, qui a dit qu'ils allaient en gros faire des économies d'échelle et en gros supprimer des doublons. Donc il y a pas mal j'imagine, d'emplois qui vont être détruits à MultiChoice en Afrique et qui vont permettre de faire des économies d'échelle. Si on lit le rapport de l'Assemblée générale de Canal qui vient de se passer là, il y a quelques temps, il y a un petit paragraphe qui explique que en France, on a viré 250 personnes et que donc c'est des meilleures perspectives pour les actionnaire. Et qu'on a fait cet accord avec le cinéma qui va permettre de dépenser moins. Donc c'est encore mieux pour les actionnaires. Donc ça fait partie du jeu habituel des sociétés. Pour revenir pour enchaîner plutôt sur la question des narratifs et des imaginaires, j'ai quand même l'impression que ce qui se passe sur le continent africain, c'est un petit peu un laboratoire de ce qui pourrait se passer peut-être dans quelques années, en France. Donc pour l'instant, on l'a dit, Canal+ maintient une ligne de diversité, mais il y a des faibles signaux qui nous alertent, surtout quand on connaît l'étendue de son empire culturel et médiatique, dont une partie est mise au service des idées d'extrême droite. Ça, c'est suffisamment documenté. Mais là, je me tourne vers Younes. Vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet et sur le cinéma, et vraiment, vous appuyez là où ça fait mal. Vous avez interrogé un certain nombre d'acteurs importants du cinéma, et quelles sont vos observations ? La première observation, c'est que c'est très difficile d'obtenir des paroles non anonymisées de gens du secteur qui disent voilà, effectivement la montée en puissance de Vincent Bolloré dans le secteur, ça nous inquiète. Tout ce qu'on réussit à obtenir, c'est des commentaires en off, donc sous couvert d'anonymat. Et la plupart du temps, les gens nous répondent que pour l'instant, c'est pas tellement un problème puisqu'on n'a pas observé vraiment de
censure, en dehors de quelques-unes. La plus connue d'entre elles, c'est le film de François Ozon, Grâce à Dieu, là, qui avait été, auquel Bolloré avait posé son veto, alors que tous les films de François Ozon avaient été jusqu'ici financés par Canal. Celui-ci, Bolloré avait mis son veto. Puis il y a aussi une intervention qui a été documentée sur une série qui s'appelle Paris Police 1905, où Bolloré, en gros, avait fait pression sur les scénaristes du film pour que ne soit pas évoquée la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Donc on nous dit, en dehors de ça, tout va bien, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en réalité, ce qu'on sait déjà, et c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, on craint que l'Afrique soit l'Afrique soit un laboratoire de pratiques qui vont être ensuite répercutées en Europe et à l'échelle de la France. Mais en réalité, c'est déjà le cas. Ce que fait Bolloré, ce qu'a fait Bolloré en Afrique, ce qu'a expérimenté Bolloré en Afrique, il a largement déjà commencé à le faire en France. La méthode en fait de Vincent Bolloré, c'est ce qu'on appelle la concentration verticale, c'est-à-dire qu'il se situe en amont et en aval d'une activité économique, c'est-à-dire qu'il récupère, en fait, il prend le contrôle de toute la chaîne de valeur du cinéma, de la presse, de l'édition. Donc de la presse, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il s'est doté de médias, radio, télé, presse écrite. Il est en capacité aujourd'hui d'imposer ses idées à l'agenda médiatique, politique. Il l'a fait aussi avec l'édition. Il a le contrôle aujourd'hui de du premier groupe d'édition en France, Hachette. Donc, dans la maison Fayard, donc il met en tête d'affiche toutes les têtes de gondole de CNews, donc Philippe de Villiers, Zemmour, etc. Et donc il est non seulement en capacité de donner de la visibilité à ses idées, de les publier, mais il est aussi en capacité de les mettre sur les têtes de gondole des relais, donc les commerces en guerre, puisque il en est propriétaire aussi. Donc on voit en fait qu'il est partout, en amont, en aval, partout. Et donc ça a déjà commencé en réalité en France. Et sur le cinéma, c'est un peu plus compliqué sur le cinéma, parce que aujourd'hui l'enjeu de Canal, c'est pas tellement Canal, la chaîne cryptée, la chaîne payante, c'est surtout MyCanal. Donc en gros, grand supermarché à contenu audiovisuel. Et donc pour attirer autant de monde que possible, puisque Canal aujourd'hui revendique 50 millions d'abonnés à travers le monde et a l'ambition d'atteindre 100 millions d'ici quelques années. Pour attirer 100 millions de personnes dans ses filets, on ne peut pas évidemment proposer que des contenus d'extrême droite Bolloré compatibles. Il faut parler à tout le monde. Et effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il fait des contenus, il est capable de financer des contenus subversifs. Vous allez sur la plateforme MyCanal, il y a carrément des sections qui proposent en fait des films. Il y en a une qui s'appelle Hello LGBT, donc qui propose des films sur cette thématique-là. Il y a des films aussi qui mettent en avant les luttes féministes, les luttes antiracistes, et Canal+ finance parfois aussi ces films-là. Donc il y a quand même un enjeu industriel à ce que Canal+ ne se referme pas autour de contenus très, très Bolloré compatibles. Et ça, en même temps, le cinéma en a conscience, c'est que Bolloré, il a besoin d'eux. Mais en même temps, ils ont aussi besoin beaucoup de Bolloré. Donc on est un peu dans un truc d'interdépendance qui, pour l'instant, en fait, tout le monde a intérêt à maintenir ce statu quo. C'est-à-dire chacun ne parle pas de l'autre, en tout cas ne fait pas de déclaration un peu qui menacerait un peu ce statu quo. Et on l'a vu d'ailleurs, Maxime Saada, la dernière fois, quand il est allé aux rencontres de l'ARP, il l'a dit, et il l'a quasiment en réalité théorisé. Il a dit, nous, Canal+, en fait, on ne va plus sur les sujets politiquement controversés. C'est-à-dire, c'est vraiment, en fait, il l'a théorisé. Ils ont créé une espèce de muraille de Chine entre, d'un côté, CNews, dont on fait en sorte de jamais rappeler qu'elle appartient, en fait, elle est dans le giron de Canal+, et de l'autre côté, Canal+, qui est resté, dont on essaye de donner l'impression qu'il est resté le même qu'avant la prise de contrôle de Bolloré, à ceci près qu'il n'y a plus les Guignols, à ceci près qu'il n'y a plus d'émissions d'investigation corrosives qui racontent un peu l'envers du décor, etc. Je veux dire, on peut avoir l'impression des fois que Canal+ est resté la même chose, mais il faut quand même largement nuancer cette grille de lecture. En fait, aujourd'hui, Canal+ est recentré sur deux thématiques que sont le cinéma et le sport.
Grosso modo, aujourd'hui, c'est là que... Et donc, du coup, tout le reste, des émissions culturelles, des émissions cinéma, par exemple, il n'y en a presque plus. Il n'y a plus d'émissions d'investigation, il n'y a plus de reportages long format. Il n'y a plus, en fait, il y a plus d'intelligence dans le groupe Canal, quoi. Et ça, c'est assez perceptible. Et même nous, avec mon collègue Ludovic Lamont, on parle aussi à des gens au sein du groupe Canal qui disent aussi un peu le malaise qu'ils ressentent. Eux, ils sont dans une situation où bon, ils arrivent à continuer à travailler de manière relativement indépendante, mais ils sentent que l'étau se resserre à mesure aussi que Vincent Bolloré fait avancer son agenda d'extrême droite. Et chaque année, on le constate dans les urnes, est en passe de faire gagner l'extrême droite dans les urnes. Et là, effectivement, quand ce sera le cas, on ne le souhaite pas évidemment, mais en 2027, s'il réussit à faire élire l'extrême droite, toutes les barrières justement réglementaires qui l'empêchent qui l'obligent du moins à financer la diversité du cinéma français, on peut imaginer que ce soit dans sa ligne de mire. Juste peut-être une précision, alors deux précisions. La concentration verticale, c'est-à-dire le fait d'acheter l'amont, l'aval d'une filière, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, hein. Les majors hollywoodiennes, Warner, dans les années 20, la Leuse qui crée la MGM en 1924, Universal, tout ça, ça s'est créé comme ça sur une concentration verticale pour tenir toute la chaîne. Donc ça, c'est pas nouveau. Et le fait, par exemple, que Bolloré achète UGC dans les prochaines années, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, y compris d'un point de vue purement industriel, Canal a intérêt à ce que les films qu'il contribue à financer et à produire, que ces films aient la meilleure exposition possible, fassent des entrées en salle, soient remarqués, parce qu'on a bien vu au moment du Covid où le dirigeant, par exemple, enfin l'ex-dirigeant, puisqu'il vient de partir de Disney, Bob Iger, avait depuis 15 ans l'idée qu'on allait pouvoir se passer des salles et sortir directement les films sur les plateformes. Bon, ils se sont aperçus, notamment avec l'exemple de Mulan en live, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Donc ils sont revenus à l'idée qu'il fallait sortir en salle, construire la notoriété d'un film, etc. Donc le fait d'acheter aussi UGC, bon, si demain, effectivement, il y a une modification substantielle de l'environnement général, politique et de la réglementation, alors, ce serait la première fois depuis la guerre, depuis 1945. Hein, le cinéma français a cette particularité que le système d'encadrement qui s'est forgé petit à petit n'a jamais été remis en cause, contrairement à d'autres pays, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, où il y a eu des modifications drastiques de l'environnement réglementaire pour le cinéma et l'audiovisuel. En France, ça a toujours été la même philosophie dès le départ. Et simplement, on a rajouté des couches à chaque fois avec l'obligation du financement par les chaînes de télé, puis l'obligation du financement par Canal, puis l'obligation du financement par les plateformes, etc. Et par la vidéo. Donc ça, c'est un premier point. Alors, autre point aussi, c'est effectivement la chaîne Canal perd un peu de sa substance, mais c'est aussi lié à la plateformisation. Regardez, TF1, France 2 développent de plus en plus leur plateforme. Et l'idée, ils ont raison ou tort, j'en sais rien, mais la stratégie pour l'instant des dirigeants des chaînes, c'est de penser que bientôt tout passera par les plateformes et de moins en moins par la chaîne linéaire proprement dite, qui deviendra une espèce de vitrine simplement des programmes qui sont sur MyCanal et autres. Et effectivement, je suis d'accord, hein, au moins au niveau du cinéma, parce que les exemples quand même d'intervention directe de Bolloré dans la définition des films sont pour l'instant extrêmement rares, et on tourne toujours autour des mêmes cas en réalité. Sont pour l'instant extrêmement rares. Ça ne veut pas dire que plus tard, hein, je suis d'accord aussi, il faut se méfier, mais le but, effectivement, je suis d'accord, c'est d'avoir le catalogue le plus étoffé possible,
parce que avec un catalogue très étoffé, on va pouvoir faire des algorithmes qui vont faire que les gens vont aller plutôt dans leur champ d'intérêt personne n'a accès au catalogue complet de Canal ou de Netflix ou de Disney, et tout le monde va sur des choix déjà en quelque sorte préétablis, quoi. Mais il faut avoir cette diversité pour, en fait, quand même, l'essentiel de l'économie de ce système-là, c'est le taux d'abonnement. Hein. C'est que les gens qui sont abonnés se réabonnent. Et pour qu'ils se réabonnent, il faut qu'ils aient trouvé dans l'ensemble de ce qui est à leur disposition, qu'ils aient trouvé au moins 3, 4, 5, 6 choix dans le mois qui les intéressent. Juste pour rebondir, c'est vrai que l'environnement réglementaire, effectivement, il n'a pas beaucoup changé, mais il est un peu aussi d'une certaine manière devenu presque obsolète, parce que en fait, on observe que voilà, effectivement, la concentration verticale, tu as raison de le souligner, c'est un mouvement qu'on observe aussi aux États-Unis. Mais le problème, c'est aussi que du coup, il y a de moins en moins de guichets auxquels s'adresser pour faire financer un film. Enfin, Canal, ils ont racheté OCS. Avant ça, c'était TPS. Et dans le même mouvement, en fait, il y a le service public qui est l'autre grand guichet de financement des films, dont les moyens sont en train de s'amenuiser à mesure que les moyens de l'État et que l'investissement dans les services publics décroît. Donc, et là d'ailleurs, la présidente de France Télévisions vient de l'annoncer, il y aura, l'enveloppe qui va être allouée à l'achat de fiction, de documentaires, etc. va considérablement diminuer. Et puis aussi sur les cas de censure, effectivement, j'ai rappelé les deux les plus documentés, ceux dont on parle beaucoup et qui sont ceux qu'on brandit habituellement pour rappeler un peu l'état de la menace. Mais il y a aussi, en fait, ces deux cas, ils ont permis aussi à ce qu'il y ait une forme déjà d'autocensure. C'est-à-dire que nous, on parle aussi à beaucoup de gens qui nous disent tous les sujets, quand ils ont un film à proposer sur, par exemple, qui touche à l'Église catholique, qui vise en fait à raconter les sévices qu'il y a eu sur les enfants, etc., les affaires de pédocriminalité dans l'Église catholique, ça, évidemment, tout le monde sait que c'est des sujets qu'il ne faut pas aller proposer à Canal+. Parce que non seulement Bolloré... Bolloré, on l'a aussi raconté avec mon collègue Ludovic Lamant. En fait, Bolloré, il s'invite dans beaucoup des comités de sélection qui se tiennent à Canal+. Et tous les films auxquels Canal accorde un peu plus de 1 million d'euros de financement, ça doit passer ça doit recueillir l'aval et l'accord de Vincent Bolloré. Donc, en réalité, il y a déjà quand même un environnement contraint. Enfin, encore une fois, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le statu quo. Tout le monde sait que il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et pour l'instant tout le monde semble s'en accommoder. Mais encore une fois, jusqu'à quand? Oui, ça veut déjà dire que y a des sujets qui peuvent plus être abordés. Je pense à l'avortement ou des choses comme ça. On est sur ces choses-là, quoi. Alors avant de passer aux questions-réponses. Et peut-être un peu en guise de conclusion, revenir un petit peu sur le recueil, l'ouvrage collectif Débordé Bolloré, où j'ai l'impression que le parti pris, c'est un petit peu face à la concentration, la dispersion. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des objectifs en fait qui étaient avec cet ouvrage et voilà. Oui, alors le recueil, il a été porté par une cinquantaine et peut-être même, je pense, encore plus d'éditeuristes qui ont constaté la concentration opérée par Bolloré dans les médias, dans le secteur de l'édition, et qui ont vu très clairement ce qui est revendiqué, c'est-à-dire une guerre civilisationnelle et une introduction de formes d'autoritarisme, de néolibéralisme dans des espaces qui sont censés promouvoir la liberté de penser, la liberté académique, la pensée critique, et qui mettent en danger en fait tout un écosystème qui est celui des libertés culturelles, de la production culturelle, et de la liberté d'expression aussi, il faut le dire. Et donc le recueil en fait contient à la fois des entretiens, des articles, des analyses sur différentes perspectives qui montrent en fait la nécessité de faire front commun par rapport à ce paysage
dans les médias et dans l'édition, qui est effectivement la rampe de lancement d'un nouveau paysage politique que Bolloré entend clairement redessiner pour demain. Voilà, donc c'est vraiment l'idée qu'il faut de l'autodéfense intellectuelle, qu'il faut qu'on mette en commun nos moyens, et qu'en mettant en commun nos moyens, déjà, on montre qu'il y a une résistance dans une logique qui est celle d'un rouleau compresseur. Et là, aujourd'hui, on réfléchit aussi. Alors, il y a plusieurs activités, parce que c'est plusieurs collectifs également mobilisés dans ce recueil. Moi, je suis plus centré, on va dire, sur le volet de comment penser aussi les enjeux de solidarité internationale avec donc, les pays africains notamment. Et comment également créer peut-être des connexions entre les éditeurs ici en France et les éditeurs en Afrique autour du livre, qui est vraiment un objet extrêmement important et de plus en plus raréfié sur le continent africain. Voilà. Et aussi l'un des éléments, je pense, de ce recueil qui est très important, c'est penser une autre économie du livre à partir d'autres moyens de production. Voilà, c'est comment en fait on réinscrit la repossession de nos outils de production, de nos méthodes de travail sur d'autres formes d'horizontalité par rapport à des machines très verticales, très mastodontiques, très bureaucratiques et technocratiques. Et voilà, et donc le recueil est disponible dans toutes les bonnes librairies indépendantes, notamment, qu'il faut soutenir dans ce contexte-là. Voilà. Voilà, ça peut toujours nous donner des idées. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut passer au temps questions-réponses. Enfin, voilà, n'hésitez pas à lever les mains, il y a des micros qui vont circuler. Merci. On n'a pas eu le temps de beaucoup en discuter, mais Bolloré, il est aussi présent avec Studio Canal sur la distribution. Et il a notamment fait des co-distributions là, de ce qui s'appelle de la Faith Production, qui vient des États-Unis, donc qui sont des films qui font de la propagande chrétienne. On a eu Vaincre ou mourir, on en a eu encore un autre dont j'ai oublié le nom, qui est sorti il y a quelques années. Et là, cette semaine, on a, pour la première fois, c'est un film d'animation qui est sorti, qui s'appelle David, et qui, pour le coup, est une coproduction d'Afrique du Sud et américaine, avec laquelle Bolloré travaille encore. Et du coup, ma question, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'arrivée de ces Faith Productions en France à cause de Bolloré et à cause de ses alliés? Là, en l'occurrence, la boîte de distrib, c'est Sage Productions de Hubert de Dorsey. Voilà, son nom dit tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette arrivée-là? Comment nous, on peut lutter en face? Je pense qu'on peut ne pas aller voir les films. Mais parce que sinon, selon quels critères vous les interdisez? En fait, on peut vite être attaqué là-dessus par l'extrême droite. Il faut faire très attention. Donc là, moi, je parle avec ma casquette d'exploitante, parce que Sacré-Cœur, en fait, le film, il en est presque à 500 000 entrées. Ça a été un énorme succès. Ils ont un réseau, en fait, ils vont dans les diocèses et les paroisses pour qu'ensuite les paroissiens sollicitent les salles de cinéma et fassent pression. Donc il y a des digues qui tiennent, mais jusqu'à quand? Voilà, ça dépend de la situation du territoire, les cinémas municipaux qui sont voilà, dans des villes RN, tout ça ont été vraiment... Enfin, il y a eu beaucoup d'ingérences, mais pas que de maires RN d'ailleurs, d'élus de maires qui ont... à Clichy, voilà, qui n'étaient pas RN, mais qui ont vraiment forcé la programmation du film. Donc en fait, ne pas programmer ces films, c'est aussi être accusé de censure. Mais là, il y a pas mal de collectifs du côté des exploitants, avec la CID aussi, qui mobilisent la question de la liberté de programmation et de la liberté d'expression, de revenir un petit peu sur le geste de programmation, de rappeler qu'il y a des choix, il y a une ligne éditoriale et qu'il faut aussi la respecter. Mais voilà, c'est très fragile. Ouais, non, mais c'est vrai que pour le coup, Bolloré, il a deux moyens pour financer un peu ce qu'on appelle les Faith Productions. C'est à la fois voilà, par sa filiale Studio Canal, mais aussi on le voit là cette année dernièrement là, les
les films auxquels, enfin la liste qui est sortie récemment des films auxquels que Studio Canal a préfinancé pour l'année 2025. Et il y a de plus en plus, en tout cas on peut le remarquer, des films orientés, enfin quasiment ouvertement prosélytes. Et donc effectivement c'est un peu, enfin voilà, ça commence à venir. Mais après oui, enfin on n'a pas vraiment de moyens de les interdire. Enfin ce serait même pas forcément une bonne chose. Mais ce qu'il faut, je pense, en tout cas, ce pourquoi il faut militer, c'est pour la liberté des programmateurs et le fait qu'ils puissent résister aux pressions politiques. Merci. Bonjour. Vous avez parlé à la fin de penser une autre économie du livre. Et déjà, est-ce que ce serait possible de développer sur ça, si possible? Et aussi, est-ce que c'est possible de remettre cette idée aussi sur l'économie du cinéma, de penser une autre économie du cinéma, vu que c'est aussi de quoi on parle? Merci. Oui, alors sur la question de l'économie du livre, déjà c'est s'appuyer sur ce qui existe et ce qui se fait en dehors des grandes maisons d'édition qui sont faites je ne vais pas dire des boîtes à fric, mais en fait qui sont régies par des intérêts économiques et capitalistes et qui répondent aussi à des enjeux d'actionnaires puisqu'elles ont été rachetées par Bolloré et qu'il y a de l'argent à se faire. Donc il y a la question vraiment de sortir de la financiarisation du marché du livre. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, c'est poser la question effectivement de l'autoproduction, des mécanismes de production qui sont indépendants et partagés au commun à plusieurs maisons d'édition. Donc, c'est comment en fait avoir un appareil de production commun. Donc, comment rentabiliser, transversaliser la production du livre. Et troisièmement, c'est, je pense aussi, réfléchir à d'autres secteurs ou réseaux de distribution, donc ceux qui, déjà qui ne rentrent pas dans les critères propres à la grande distribution classique, et d'autre part qui, je dirais, répondent à des réseaux qui sont parfois exclus justement de l'accès aux livres. Donc c'est en fait comment en fait on repense une redémocratisation du livre, comment on repense aussi des politiques tarifaires différentes, sachant qu'il y a toute une péréquation autour du livre qui se fait. Et aussi, je pense, comment on met tous les acteurs de la chaîne du livre autour d'une même table pour essayer de trouver le plus petit dénominateur commun qui permet à tout le monde de sortir de l'asphyxie dans laquelle, au final, chacun se retrouve pour répondre en fait à des critères économiques. Donc c'est un peu tout ça qui est posé en sachant qu'il y a différents niveaux. Il y a des maisons d'édition, des petites maisons d'édition, des collectifs indépendants qui produisent également dans de l'édition, des auteurs, autrices qui sont également pris en compte. Donc c'est un peu tous ces acteurs qu'il faut repenser dans le cadre d'une nouvelle filière du livre, quoi. Voilà. Je veux juste enchaîner aussi par rapport à ça. Il y a tout un pan de la production et de films qui se font sans canal et qui trouvent le chemin des salles de cinéma parce qu'il y a des sociétés de distribution qui sortent ces films. Après, on est vraiment dans une autre économie qui n'a pas les moyens de faire toute la communication autour d'une sortie. Et là, c'est là que c'est compliqué aussi pour faire exister ces films. Parce qu'au final, beaucoup d'exploitants ne vont pas les programmer en disant il n'y aura personne va entendre parler de ce film. Voilà, donc c'est de trouver des espaces en marge du système, mais après, voilà, de aussi devoir faire collectif pour pouvoir les faire exister et trouver leur public. Bonjour. Moi, j'avais une petite question. Il y a souvent un penchant, un pendant de l'industrie dont on ne parle jamais, c'est le court-métrage. En fait, on sait que Canal+ est le plus gros financeur du Festival de Clermont, qui est le premier festival de court-métrage en Europe et le deuxième plus grand festival en France. Et on a des échos aussi, dont je peux aussi relayer, que Canal+ se retire notamment de certains courts-métrages déjà initialement préfinancés pour des questions de sujet.
notamment l'IVG par exemple. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des informations sur la stratégie et pourquoi en fait on en arrive aussi à ce que ce secteur qui est le court-métrage, qui est le secteur d'expérimentation et de liberté des cinéastes, est aussi pris d'assaut par Bolloré? Moi, j'avoue que c'est longtemps que je n'ai pas travaillé sur le court-métrage, qui est une économie tout à fait particulière. Peut-être sans pouvoir vous répondre directement, mais de façon un peu plus générale, je crois que la profession en général aurait tout intérêt à diversifier, effectivement, pour compléter un peu ce que disait Younes. Il disait qu'il y avait une raréfaction finalement des guichets, ce serait d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de favoriser l'éclosion d'autres guichets. Donc peut-être que ce serait pas mal de négocier avec d'autres plateformes pour qu'ils avancent dans la chronologie des médias et qu'ils compensent finalement ce que Canal ne donnerait pas. Parce que comme ça, Canal n'aurait plus la mainmise sur... bon, c'est plus 80% des films, mais c'est 60-70% des films quand même qui ont besoin du financement de Canal. Donc ce serait peut-être, à mon avis, plus stratégiquement dans cette optique-là, ce qui, du coup, répondrait aussi pour le court-métrage à l'éclosion de nouveaux guichets. Alors, avec l'idée aussi, je voulais quand même tenir ça, c'est qu'on parle de la bollorisation, etc. Si demain, la plateforme qui sera le HBO plus Paramount, qui va se faire une seule plateforme, si cette plateforme monte aussi en puissance, n'oubliez pas qu'elle sera possédée par Larry Ellison, qui est un copain de Trump et qui n'a pas forcément des positions politiques très différentes de celles de Bolloré. Donc il y a Bolloré, mais il y en a d'autres. C'est pas pour vous plomber l'atmosphère. Hein. Ouais, non, en plus sur Larry Ellison, justement, si on observe un peu ce que lui, il a fait avec sa société de production, il a effectivement un peu porté à l'image des figures plutôt compatibles avec l'environnement MAGA, mais il a surtout fait des films globalement très dépolitisés. Et c'est un peu aussi ce que fait Studio Canal. En réalité, le premier risque, c'est pas tant de voir arriver demain dans les salles obscures des films hyper prosélytes ou qui développent une vision de la société blanche, voilà. C'est surtout en fait qu'ils fassent des films complètement dépolitisés. Bonjour. Alors ça rejoint ce que vous venez de dire, mais moi ce que je voudrais savoir, je pense pas que vous ayez une réponse d'ailleurs, mais c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que les salles doivent refuser de passer les films sortis par Studio Canal? Est-ce qu'il faut ne pas s'abonner à Canal? Enfin, qu'est-ce qu'on fait, nous collectivement, toutes les personnes qui sont contre tout ce système, pour s'y opposer? Et effectivement, ce serait super qu'il y ait d'autres guichets pour le financement des films, mais actuellement, les autres guichets sont quand même assez faibles. Est-ce qu'un réalisateur devrait ne même pas demander à Canal de l'argent parce que c'est Canal? Voilà. Et l'autre question, c'est il n'y a pas du tout de loi antitrust pour éviter justement que ces gens-là, ils aient toute la chaîne... parce que là, c'est quand même fou. Il a vraiment tout. Voilà, à tous les niveaux, il a tout. Donc, comment on fait pour casser ça, quoi? Ouais, alors ça, effectivement, c'est l'autorité de la concurrence qui est normalement chargée de donner son aval avant toute opération de rachat, toute opération de concentration, et veiller à ce que celle-ci ne dépasse pas les seuils qui ont été fixés par la loi. Mais en réalité, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces seuils sont complètement devenus obsolètes et qui n'ont pas du tout empêché que, par exemple, 9 milliardaires détiennent 90% des titres de presse dans le pays. Et en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut soutenir en fait face à Bolloré et ce qu'il est en train de dessiner, il faut soutenir en fait un audiovisuel public fort. Enfin, c'est quelque chose qui pèse pas beaucoup dans la campagne. On le voit en fait, les formations de gauche, c'est pas spécialement, c'est quelque chose qui serait plutôt dans leur intérêt,
voilà, développer gagner, en tout cas tenter de rivaliser dans la bataille culturelle avec Bolloré, ce serait effectivement de militer pour un audiovisuel public fort, mais c'est pas quelque chose pour lesquels c'est pas quelque chose qui est dans le discours public, c'est quelque chose qu'on entend très peu. Mais aussi, militer pour un audiovisuel public fort, ça veut pas dire sans aucune condition. Enfin, un audiovisuel public, ok, mais je veux dire, celui qu'on a aujourd'hui, faut être quand même exigeant avec cet audiovisuel public. Aujourd'hui, c'est un audiovisuel public, moi je le constate au quotidien, et c'est ce qu'on essaye aussi de raconter à Mediapart. Enfin, je veux dire, les dirigeants de l'audiovisuel public sont déjà presque en train de préparer l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et il y a plein de sujets déjà, des sujets estampillés un peu woke, que l'audiovisuel public ne veut plus financer. Par exemple, ça touche tout ce qui concerne un peu les sujets sur l'immigration, raconter l'histoire de l'immigration, ce genre de choses, c'est des sujets sur lesquels les patrons de l'audiovisuel public veulent plus trop s'aventurer, veulent plus trop financer, parce qu'ils ont peur qu'on leur reproche d'être wokiste. On le voit avec la cabale là, qui est menée par l'extrême droite à l'Assemblée nationale, avec cette commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public. C'est clairement destiné à mettre la pression. Et en fait, d'une certaine manière, à force de répéter que France Télévisions et compagnie, ce sont des affreux gauchistes, la critique elle commence à être prise en compte en interne, et on est surtout préoccupé en interne de ne plus être considéré comme wokiste, plutôt que de donner à voir toute la diversité de ce pays, quoi. Et l'impression qu'on a aussi, c'est que c'est valorisé. En fait, les grands patrons français s'imposent à l'international, et que c'est quelque chose qui peut être valorisé par le gouvernement. Enfin, c'est un peu l'image aussi qu'on a, donc d'avoir un soutien politique aussi pour aller vers ces groupes, quoi, de plus en plus gros. Et on va peut-être prendre encore 2 questions. Je surveille le temps. Bonjour, Brigitte Coquel, de la société de production R&B Film. Et donc, je vais faire un peu de pub pour un syndicat qui s'appelle le syndicat de la production indépendante, et essayer de remonter le moral des troupes. Donc, ça répond aussi un peu à votre question. Il y a des collectifs qui agissent, qui font pression sur le CNC, qui font pression sur le ministère de la Culture. Et je crois que beaucoup de gens sont d'accord dans cette pièce pour dire qu'il ne faut pas baisser les bras, et il faut continuer à s'armer pour pouvoir discuter avec ces institutions. Vous avez dit, monsieur Augros, tout à l'heure, assez justement, quand la nouvelle chronologie des médias a été rediscutée, et l'arrivée de Disney, est-ce qu'on a bien fait de laisser une fenêtre à 9 mois à Disney et de créer cette colère de Canal+, qui donc baisse ses investissements et fait pression clairement à tout type de sujet. Et donc, moi personnellement, je n'ai pas la réponse, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement ces syndicats et certains groupes et collectifs, comme aussi le collectif 50-50, clairement, et qui font pression. Et je crois qu'il faut être optimiste là-dessus, parce qu'on peut faire un cinéma qui est moins financé, c'est vrai, c'est plus difficile. Il faut défendre les intérêts de l'intermittent du spectacle dans ce cas-là, parce que ça permet de proposer des choses différentes, avec des sujets qui sont variés et différents. Et que donc, tant que ces collectifs existeront, je peux vous dire qu'ils se battent au quotidien, que c'est un boulot monstrueux qui est effectué, et que ça protège la production indépendante, qu'elle soit cinématographique ou audiovisuelle. Bonjour, je vais parler avec une casquette d'exploitant du coup. D'abord pour dire que Studio Canal, quand ils distribuent des films, ils ont encore cette position très ambiguë, c'est-à-dire qu'ils sont capables de distribuer Ni chaîne ni maître ou Ma frère par exemple, et Gourou avec Hanouna dedans, dans une émission qui s'appelle Touche pas à mon poste. Donc c'est un paradoxe très fort. Et que c'est difficile de voir où ils naviguent, parce que jusqu'à présent, il y a une vraie diversité chez Studio Canal. La deuxième chose, c'est par rapport à Sage, c'est que effectivement, Elsa rappelait les pressions mises pour que les films soient distribués, soient programmés dans les salles de cinéma.
Il faut savoir aussi qu'il y a des exploitants privés, pas forcément des grosses chaînes, mais qui ont saisi aussi cette opportunité d'avoir des spectateurs dans leur salle facilement. Hein. Voilà. Et le dernier point moi, que j'aimerais évoquer et avoir peut-être un éclairage là-dessus, c'est que Studio Canal, enfin Canal+ plutôt, fait une aide à la distribution par rapport à un certain nombre de copies. Donc ça touche tous les distributeurs, ou presque tous les distributeurs, et j'aimerais bien que vous évoquiez ça, parce que du coup, ça empêche certains distributeurs dont les films ne sont pas produits par Canal+, mais qui ont une aide à la distribution, de témoigner dans ce genre de réunion, alors que peut-être que... comment dire, ça devient pour eux quelque chose qui les aide, mais en même temps, c'est une contrainte quelque part. Et ça, on le visualise peu, même en tant qu'exploitant. Moi, je l'ai découvert vraiment il n'y a pas très longtemps. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Merci. J'avoue que j'ai pas regardé ça de près. Si je me souviens bien, cette aide à la distribution, elle est pas forcément pour les films distribués par Canal, justement, et elle ne marche pas si les films bénéficient des copies supplémentaires de la DRC, l'Agence de développement régional du cinéma. Si, elle existe encore, d'ailleurs. Ah, les copies. Oui, non, mais les aides à la distribution, les copies supplémentaires, oui, effectivement, avec l'absence de copies, mais l'aide à la distribution de la DRC. Je suis pas sûr que ce soit un élément fondamental sur la distribution. C'est un reste en fait de ces compensations que Canal dès l'origine a donné à la profession en échange de l'année au départ de fenêtres qu'ils avaient. Pas sûr que ça pèse sur l'ensemble du secteur. C'est des montants quand même assez faibles. Mais il faudrait regarder ça de plus près. Ouais, je suis d'accord. Ouais, alors moi je vais rebondir. En fait, si vous allez sur les aides du CNC, que vous regardez les aides à la distribution, il y a l'aide à la contribution Canal. L'aide à la contribution Canal, c'est à peu près 45 000 € le montant par film. Je crois que c'est à peu près une sortie de 150 copies, sur 150 copies. Donc j'aurais tendance à rejoindre Franck là-dessus, parce que en fait, un distributeur indépendant de pas trop grosse taille, s'il a cette aide 6 à 7 fois par an, au final, ça représente une somme. Mais voilà, ça mérite effectivement d'être... à creuser. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Je crois que j'ai négocié une dernière question, Elsa. Je voudrais juste poser une question qui fâche, et donc vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais qu'on pourra discuter peut-être un peu plus tard, c'est qu'est-ce qu'on va bien faire des Césars ? Alors oui, cette année, le collectif 50-50 se satisfait d'un palmarès pratiquement paritaire homme-femme. Oui, Mediapart était nommé, si je ne me trompe pas, dans la catégorie du meilleur documentaire. Mais est-ce que ça reste pas quand même une des vitrines de la valorisation du cinéma français, que ce soit des blockbusters ou du cinéma d'auteur ? Et comment on arrive... Alors bien sûr, personne ne veut produire cette cérémonie, la financer. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont la main dessus. Mais comment est-ce qu'on arrive à sortir d'un système de rétribution des bons élèves, des bonnes élèves, depuis, on parlait de la dispersion des financements ou des guichets, peut-être depuis d'autres structures, d'autres chaînes audiovisuelles publiques, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on va bien faire de cette affaire, quoi. C'est un peu... Ouais,
tu as totalement raison. Enfin, je veux dire, les Césars, c'est la soirée en l'honneur de Canal+. Enfin, c'est dans la salle de Vincent Bolloré, à l'Olympia. Je veux dire, au premier rang, il y a tout l'état-major de Canal+, Maxime Saada et consorts, qui sont montrés à l'antenne, sur lequel la caméra s'attarde des dizaines de fois pendant la cérémonie. Et puis les discours sont, oui, très, très dépolitisés. Enfin, on a vu Camille Cotin évoquer à mots voilés la situation aux États-Unis, la situation politique avec Trump, etc., sans vraiment le nommer. Mais bon, on a envie de lui dire, il y a quand même un Trump national, Bolloré, qui finance, qui finance cette soirée. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, effectivement, nous aussi, on était, Mediapart, le film de Mediapart a été nommé, donc on a pu se dire, quand même, l'Académie est indépendante dans ses choix, etc. Mais bon, je suis pas sûr que l'Académie aurait été jusqu'à récompenser un film qui raconte les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy, grand ami de Vincent Bolloré. Donc je pense que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un statu quo où tout le monde sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, quoi. Alors on va enchaîner tout de suite. Donc sur le kit Agir contre les inégalités et discriminations ethno-raciales, je vais laisser la parole à Florence